Bienvenue dans votre magazine Légende des Hauts. Aujourd'hui, nous sommes à Tourcoing, ou Roubaix-Tourcoing. Non, mais c'est vrai que ces deux villes se confondent parce qu'elles sont unies par le même passé, par la même histoire industrielle. Ces deux villes comptent aujourd'hui des centaines d'hectares de friches. Les friches, certains veulent en faire des lieux pour s'exprimer. D'autres veulent y raviver la mémoire ou en faire des pôles d'avenir. Alors visite au cœur de ces espaces et de ceux qui y passent du temps. Voyage dans l'espace-temps. Allez, sommaire. Je vais jouer avec un jeune trentenaire qui a fait de sa passion du jeu une grande réussite. J'irai dans un espace où le passé vit toujours et où Andreas y crée des objets de légende. Je vais rencontrer Bouzid, l'ancien ouvrier de filature qui peut encore tisser des liens. Annick s'est tournée vers l'avenir et la créativité en rassemblant de multiples talents. Et puis rencontre avec Jean-Pierre qui ne raconte que des histoires. Vraies et fausses. Roubaix, Tourcoing. Unis par le même passé industriel. Et ce passé a laissé des friches à reconquérir. Peu à peu, ces espaces se transforment en accueillant une multitude de projets. Le site Pleine Image est un de ces lieux tournés vers le futur. Cet ancien site réhabilité est entièrement voué aux industries créatives. Maxime, bonjour. Salut, ça va? Impeccable. Bon alors, quel est votre métier? Vous êtes concepteur de jeux vidéo, c'est ça? Non, pas du tout. Moi, en fait, je suis community manager. Je travaille pour l'école Pôle 3D, qui se situe donc à Roubaix, sur la Pleine Image. Et donc, nous, en fait, justement, on apprend aux jeunes, après le bac, à créer des jeux vidéo ou alors des films d'animation 2D, 3D. Et donc, tous les divers métiers qui sont liés à ça. D'accord. Et donc là, on va faire une démo d'un jeu qui a été fait à Pôle 3D par des étudiants. Exactement, des étudiants de 5e année. Donc, ils ont eu 1 an pour réaliser un petit jeu. Le jeu s'appelle Phobia. Phobia, donc phobie comme les phobies. Voilà. Donc c'est les phobies des gens un peu. C'est ça. Merci Maxime, allez, à la prochaine, ça m'a fait plaisir. Ok, on va jouer. Voilà. Alors moi j'ai beaucoup de cheveux quand même et une tête énorme. Eh bien, voilà. Donc, checklist des phobies. L'eau, ça va? L'eau, ça va. Et les seringues, tout ça? Oh oui, ancien infirmier, on m'appelait le piqueur du Texas à l'époque. Je ratais jamais les prises de sang, tout va bien. Ok, les insectes? J'ai bien entendu insecte? Oui. Oh mon Dieu. Ah, trop tard, le casque est mis. Allez, bah écoute. En fait, tu es une jeune fille qui a malheureusement vécu un petit trauma en étant enfant qui l'a rendue aveugle. Et tu es à la recherche d'un de tes amis qui a disparu et ton chien t'a amené jusqu'ici, à cette vieille piscine municipale désaffectée. D'accord. Puisqu'apparemment, c'est là que ton ami a disparu. C'est lancé. Apparemment, ton chien a trouvé quelque chose au sol. N'hésite pas à te baisser. Hein. Ah, je crois que tu as trouvé les lunettes de notre ami. Vas-y, n'hésite pas à avancer. Wow. Oh là là. Je pense qu'il faut que tu te retournes et que tu t'en ailles avec les pads. C'est dommage parce que je t'ai pas vu bien les utiliser jusque-là. Oui, impressionnant ce monde d'images virtuelles. Mais sur le site, muni de 2 studios de cinéma, il n'y a pas que l'image. On y travaille aussi le son. Direction, un studio de doublage de films. La société Lilo adapte des dessins animés, des mangas, des documentaires, des séries du monde entier. Je vais me prêter à un petit exercice. Tiens Camini, ça va être à toi de jouer. T'as déjà fait du doublage? Oui, je connais un peu. Donc tu connais un peu le truc, la voilà, barre rouge, la pour le barre texte rouge, avec le dessus, texte, tout ça. voilà. Et donc, c'est quel film alors Alors c'est un standard du cinéma américain des années 50 qui s'appelle L'homme au bras d'or. Bien sûr, je connaissais. Et par contre, tu vas voir, le texte, c'est pas du tout celui d'origine, bien évidemment. On a fait un concours de doublage, un concours de traduction, et puis le lauréat nous a écrit ce texte-là qui est un petit peu décalé. Et la petite particularité, c'est que tu vas devoir faire tous les rôles. Il y en a Tous les 3. rôles. Il y a 3. Ok, bah écoute, je vais m'y coller. Sans problème. Voilà, je te laisse enfiler le casque, Allez. on envoie ça, et puis c'est parti. C'est à toi de jouer. Let's go. Oh, un jardin zen. C'est rigolo ça, mais il est où le petit Bouddha? Chouette, un branquignol. Vous avez des cacahuètes? Pour sûr. Mais si tu veux rester, il faut consommer. Et pas des jus de papaye, hein. Ah bon? Et vous me conseillez quoi? Du cyanure. Avec une paille. T'as pas la lumière à tous les étages, toi. Et il n'y a pas d'étage chez moi, je vis chez ma mère. Eh bien, je plains ta mère. Elle a pas essayé de te noyer quand t'étais petit? Si, dans le lavabo. Pas étonnant. C'est pas un cadeau. Mais elle a oublié de mettre le bouchon. Vraiment? Bah c'est de famille alors. Sur les 5 hectares de ce site futuriste, on compte plus d'une centaine d'entreprises. Je vais rencontrer Maxence. Maxence, il a fait de sa passion un jeu.
et je dirais même un business. Voilà. Là, c'est frais, là. Là, voilà, c'est frais, voilà. Et on sait qu'on est dans une start-up, les mecs, ils viennent en skateboard et tout. Il y en a même un, il est venu en escabeau, là. Le gars, il vient en escabeau comme ça. Il n'y a que ici qu'on peut voir ça, c'est incroyable. Allez. Alors, ce qui est formidable dans les startups comme ça, c'est que tu sais pas c'est qui le patron. T'as pas un mec avec un cigare, un costard qui va dire François, je veux le dossier ex-corpus sur mon bureau demain matin. Tout le monde est à la cool. À la cool, mais ça bosse. Maxence 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 Pas Maxence. Maxence. Ce Maxence, c'est le patron, donc je... Maxence Vous n'êtes pas Maxence, monsieur? Non, Maxence. Maxence? Oui. Ah, enfin. Maxence, Bonjour. comment ça va? Très bien. Alors moi, je vous propose qu'on aille se poser dans votre bureau. Ouais, j'ai pas de bureau, mais ok, on va aller là-bas. Comment ça a commencé, cette aventure? Ça a commencé en 2008. Début 2008, j'ai créé la société. On était 5 au tout début. Et donc là, vous avez 22 ans, en 2008. Exactement. 22 ans, et vous vous dites, je veux créer ma société, je veux créer des jeux vidéo. On a vite recruté. On a démarré la société à 5. On a terminé quasiment à 10 à la fin de la première année. On avait une dizaine de clients. Tout s'est bien passé. 2009, on a un fonds d'investissement qui met 1,5 million dans la société. Donc on monte très haut, on monte à une trentaine de personnes. On développe pendant 1 an et demi à 30. On a Frédéric Mitterrand qui vient annoncer le crédit d'impôt jeux vidéo au bureau le jour de la sortie du jeu. Donc nous, ça nous fait un coup de com' énorme. Explosion des visites sur le jeu, explosion des serveurs dans la foulée. Le buzz, quoi, comme on dit. Ouais, mais explosion des serveurs, parce que techniquement, ça tenait pas du tout la route, on s'était pas du tout attendu Ah oui, à ça. d'accord. On met 3 mois à remettre le jeu sur pied. Et quand on remet enfin le jeu sur pied, ben, les gens nous ont zappé, quoi, sont déjà passés à autre chose. Et le jeu, on n'arrive jamais à le faire décoller. Licenciement économique, mon associé s'en va. On recommence à zéro quelque part. On recommence à zéro. On se diversifie un peu sur le jeu mobile parce que ça arrive fort à l'époque, et le jeu Facebook parce que ça arrive très fort aussi à l'époque. Et puis là, on est en 2014-2015, on fait notre meilleure année de tous les temps. On est remonté à une quinzaine. Il se passe quelque chose en 2016. Vous gagnez un concours. Ouais. On fait un proto d'un jeu qu'on imagine. Et puis, on voit un concours à Monaco qui a lieu, qui fait une dotation de 100 000 € pour le gagnant. On présente au compositeur de Rayman, à un gros directeur artistique d'une boîte russe, donc à des mecs un peu costauds. On présente le jeu et le soir, à la conférence de fermeture du salon, ils annoncent le gagnant, c'est nous, 100 000 €. C'est déjà pour nous quelque chose qui est top parce que quand on est français, on ne touche pas à ces marchés-là. J'aimerais bien passer à la pratique du coup alors. Allons-y. Allez. Vous allez voir, je suis un pro du gaming. Et c'est parti pour tester le jeu qui a fait la renommée internationale de cette jeune start-up française. Bon bah, eux ils sont plutôt balèzes. Hein. Faudra que je m'entraîne encore un petit peu. Moi les gars, pour moi c'est encore une défaite. Je vous laisse travailler. Hein. À la prochaine. À la prochaine. Non mais... C'est vraiment la position la plus confortable pour... C'est la meilleure. C'est quand même vachement bas, quoi. Tu vas mettre ta tête en dessous du bureau. Pour, Allez, je laisse travailler. I will follow you wherever you may go. La région Roubaix-Tourcoing, c'est plus de 400 hectares d'espace libre. A mountain so high it can keep me away. Et si certains se tournent résolument vers le futur, d'autres y cultivent ce qui a fait la richesse de cette région industrielle. Away from a love. Le lieu que vous allez découvrir aurait pu devenir un parking, mais c'était sans compter l'opiniâtreté de ceux qui considèrent que les friches ne peuvent devenir des voies de garage. Je suis arrivé dans les années 80 comme jeune professeur dans le Nord. N'étant pas originaire du Nord, je ne comprenais absolument pas ce qui s'était passé dans cette région. J'ai pris conscience que cette aventure industrielle du Nord était une aventure qui méritait d'être écrite comme une page d'histoire, ce qui n'était pas le cas. Dans cette période-là, on avait une sensation que ce passé partait en lambeaux, disparaissait complètement et qu'il n'allait rester aucune trace.
Les jeunes ici appellent les cheminées des tours. Ils croient que c'est des châteaux avec des tours, mais ce n'est pas des tours, c'est des cheminées. Ça fumait. Ce site industriel allait sacrifier un morceau de l'usine qui devait être converti en parking. Un des moyens que j'ai trouvé pour valoriser ce patrimoine, c'était d'organiser des manifestations culturelles, notamment artistiques, dans des lieux qui étaient délaissés par l'économie de ce qu'on peut appeler des friches à l'époque. On a donné l'occasion, avec des groupes d'escalade, de faire grimper les gens de la ville en haut de la cheminée. Et je garde un souvenir ému, notamment de Marcel, une dame qui tenait un café en bas de l'usine. Et cette dame voulait voir son café depuis la cheminée qu'elle voyait d'en bas. Donc elle est venue ici pour grimper, mais elle était en jogging blanc. Elle a grimpé en haut de la cheminée. Et puis elle a vu son café d'en haut, elle est redescendue, son jogging était tout aussi blanc. Et elle était ravie, et ravie aussi d'avoir été accueillie en haut dans les bras d'un alpiniste. On a pensé que ça avait du sens que aussi quelqu'un qui n'est pas étiqueté comme artiste, mais qui fait un travail qui a un lien avec l'histoire de Roubaix, puisse s'installer dans cet atelier. Et il fait revivre l'atelier de mécanique. Je fabrique des vélos. C'est le métier, on peut l'appeler cadreur. Donc ça c'est un vélo dans la boîte, donc un bébé vélo qui est le prochain projet. Je viens d'une ville en Allemagne. C'est une ville très comparable à Roubaix. Ça a un certain charme industriel. Mais comme Roubaix, c'était un petit peu perdu dans les années 80-90 chez moi à cause du chute de mur, parce que je suis grandi en ancienne Allemagne Est. Je fabrique des vélos sur mesure. Par exemple, j'ai eu un client qui fait 2,6 m. Il n'a pas trouvé une taille pour lui, donc j'ai fait un vélo pour lui. Mais ça veut dire aussi sur mesure par rapport au comportement de vélo. Les clients qui passent sont des clients qui cherchent des vélos de voyage ou des vélos type randonneur pour faire les petits ou aussi des grands tours, parfois même une tour du monde. Donc ça, c'est des projets très intéressants parce qu'il faut créer un vélo qui dure. J'ai essayé de créer un vélo qui ressemble un petit peu des vélos de l'époque, des années 40, 50, mais avec des composants très modernes. Et j'ai essayé aussi d'utiliser des composants plutôt fabriqués en France. Les vélos, ça reste aussi une tradition française. Dans les années 40, 50, il y avait des grands fabricants de vélos qui inspirent encore beaucoup de cadreurs. Ça me fait plaisir de voir que les clients peuvent partir avec quelque chose qui va durer toute sa vie et peut rouler avec. On voit des petites étoiles dans les yeux, donc c'est très bien. Je m'imagine ces usines encore en pleine activité. Ces femmes et ces hommes qui ont subi la crise de plein fouet et qui ont perdu leur emploi. Je rencontre l'un d'eux, Bouzid, un ouvrier d'une usine de peignage de laine devant l'entrée qu'il a franchie jusqu'en 2004. Bonjour Bouzid. Bonjour. Voilà, première question, où est-ce que nous sommes ici précisément? Ici, nous sommes sur le site du peignage d'Atossé. C'était une usine textile. J'ai passé 31 ans de ma vie ici. C'est une entreprise que j'ai connue par l'intermédiaire de mon père, puisque c'est mon père qui m'a fait rentrer en 1974. Les usines textiles dans le camp, c'était beaucoup d'entreprises familiales où il y avait le père qui travaillait, la mère, le fils, l'oncle, etc. Et cet esprit de famille, il est resté jusqu'à la fermeture de l'usine? Il est resté jusqu'à la fermeture, malheureusement, en 2004, où l'entreprise a fermé. Des gens qui ont travaillé pendant près de 40 ans ici, quoi. Donc ça, à chaque fois que je passe dans le quartier ou bien je franchis le seuil de ce portail, ça me sent en chamboule parce que je garde des très très bons souvenirs en tout cas. Eh ben, moi, je vous propose de passer encore une fois le pas de cette porte alors. D'accord, bien volontiers. Allons-y. Combien de temps alors? 40 ans. Pendant pas mal d'années, les gens travaillaient durement ici. Bon, alors nous voilà à la chaufferie. C'est bien ça? Oui, c'est le bâtiment de la chaufferie. Donc la chaufferie permettait donc d'alimenter en énergie toute l'usine.
Mais la cheminée là, elle est énorme, elle fait combien de mètres? Elle fait à peu près une cinquantaine de mètres, hein, c'est très haut. Hein. Vers les années 40, 50, etc., c'était des chaudières au charbon. Et c'est pour ça qu'on a des cheminées aussi hautes pour pouvoir évacuer donc, la fumée. Quand vous me parlez d'usine, de cheminée, de charbon, ça me fait penser au film Germinal. Germinal, Vous voyez, oui. quand Depardieu il meurt à la fin, Oui. Soyez pas triste. La chaufferie maintenant, c'est vous qui avez la clé? Je vous ai ramené la clé. Avant, c'était le directeur, maintenant c'est vous qui avez la clé. Ouais, bah, on a un petit peu inversé les rôles, mais bon, à part que le directeur, il y avait le business et que moi, j'ai rien du tout, quoi. Alors, je vous laisse ouvrir du coup. Ouais. Voilà. Waouh. Et ça fait combien de temps que vous n'êtes pas venu ici? Ça fait 13 ans que je ne suis pas rentré. Encore une fois, c'est toutes des émotions qui me viennent. Et puis, il y a pas mal d'images qui sont en train de circuler dans ma tête, hein, parce que ce bâtiment, il était aussi plein de vie. J'avais mes potes, mes amis qui travaillaient ici, qui étaient chauffeurs de chaudière. 40 ans de travail dans le textile, mais est-ce que vous auriez aimé faire autre chose? Oui, avant d'être embauché ici dans les années 74, normalement j'étais voué à partir travailler à l'étranger, et plus particulièrement en Australie. Et quand j'en ai parlé à mon père donc, le soir, il m'a dit « C'est où l'Australie, ce pays-là » Je lui dis « C'est un peu loin ». Il me dit « C'est à côté de l'Allemagne ». Non, je dis « C'est un peu plus loin ». Et quand, de fil en aiguille, quand j'ai commencé à lui dire que c'était à des milliers de kilomètres d'ici et qu'il y avait à peu près 25-28 heures d'avion, il m'a dit, bah écoute, moi je vais pas te laisser partir là-bas parce que je sais que tu t'en vas, on te reverra jamais plus. J'avais ma mère qui était juste à côté. Déjà, ses yeux ils commençaient à scintiller et tout ça. Et il m'a dit, mon fils, tu veux travailler? Pas de problème. 15 jours après, j'avais un entretien ici au Peignage d'Atossé. Et donc, bye bye l'Australie. Okay. Et c'est dans ce lieu qui a marqué des milliers d'ouvriers que Bouzid veut créer un musée de l'histoire des gens du textile. Un musée vivant, avec ces hommes et ces femmes qui ont tant fait battre le cœur industriel de la région. Ici, à Roubaix et Tourcoing, le textile is not dead. Le textile n'est pas mort, en anglais. Quelques bases, oui. On crée ici les tissus du futur. Annick, passionnée de mode, crée des liens entre les créateurs et les nouvelles technologies. J'ai passé le début de ma vie au fin fond de l'Aveyron, à côté des vaches. Ensuite, une grande partie de ma vie à Paris. J'ai travaillé pour le Printemps, pour les Galeries Lafayette. J'avais besoin de liberté, d'expérimenter d'autres façons de faire de la mode. Alors cet endroit est un endroit de textile. C'était un ancien entrepôt où étaient stockés des tissus qui a permis ici à un certain nombre d'artistes, de céramistes, de dessinateurs, d'illustrateurs de s'installer dans cet endroit. Et maintenant, au premier étage, deux associations, Nord-Créa et Sephora Roubaix, une association de créateurs de mode, une association d'artistes, se mettent ensemble pour que s'installent des porteurs de projets au premier étage. Un graphiste peut tout d'un coup avoir une affinité avec un porteur de projet dans la mode et puis ils peuvent décider de faire des choses ensemble, je ne sais pas, une ligne de t-shirt, une affiche, un site internet, ce qu'ils voudront. Je suis devenu artiste parce que ça m'a aidé à m'émanciper, je pense. Ouais. J'ai toujours été très timide. Et en fait, c'est quelque chose qui a permis un peu de m'affirmer en fait, par rapport aux autres et à mon environnement, tout ça. J'ai créé ma marque de vêtements en 2015. J'ai toujours été attirée par les textiles, les couleurs, les tombées, voilà, les matières, les touchés. C'est une question de toucher et de ressenti. Avant, je travaillais chez moi, donc j'ai eu envie vraiment d'avoir un atelier pour l'accueil de ma clientèle, pour pouvoir créer un lien vraiment avec cette clientèle et aussi pour pouvoir être intégrée voilà, dans un groupe d'artistes. C'est la réalisation d'un détail, donc on peut dire que les détails sont quand même importants dans la finalisation d'un vêtement. Je travaille exclusivement avec des matières françaises.
C'est le plaisir déjà de rencontrer la personne chez qui je vais aller chercher ma matière. C'est chouette de voir les gens porter les vêtements que j'ai créés. Ici, on est en osmose, on se comprend. On n'a pas besoin de se raconter des choses pendant 107 ans. On est immédiatement dans la même façon d'aborder notre activité, qu'on fasse des robes ou qu'on fasse des illustrations. La recherche et l'innovation restent au cœur de la région. Le Centre européen du textile innovant a été construit sur un terrain de 80 hectares entre Roubaix et Tourcoing. Et quand les friches disparaissent peu à peu, certains tentent d'en conserver des traces pour mieux frapper l'imagination. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Camille. Bon, vous allez bien? Tout à fait, mais c'est dommage, on va pas pouvoir boire un coup là. C'est fermé. Je vois, c'est fermé, hein, et pourtant c'est marqué toujours ouvert. Jean-Pierre, oui. La photographie, c'est une passion depuis toujours? Depuis presque toujours. Même déjà petit, j'aimais bien les images. La photographie, ça a toujours été votre métier ou il y a eu d'autres étapes avant? J'ai brièvement été enseignant, puis je me suis rendu compte que c'était pas ma vocation. Chaque fois dans ma salle de classe, qu'il y avait un petit rayon de soleil, j'arrêtais de parler, je regardais, je me disais mais qu'est-ce que je fais là? Dans la photo, apparemment, vous vous êtes spécialisé dans les friches. Oui. Ce n'est pas une perversion. Hein. Ah non, non. C'est parce que il y a beaucoup de photographes qui préfèrent photographier des voitures de sport, des jolies filles. Des montagnes, des décors, des filles, il y a plein de choses. On dit comment? Frichographe? Non, photographe. Photographe. On change de monde, on fait 3 pas, et puis tout d'un coup, on est ailleurs. Quand on rentre dans une friche, c'est comme un voyage temporel. On imagine ce qui s'y est passé, parce qu'il y a encore des traces, et on sait très bien qu'à un moment donné, ça va changer. Soit ça va disparaître, être détruit, comme un petit peu autour ici, soit ça sera réhabilité, il s'y passera autre chose. C'est de l'aventure facile, pas très loin de chez soi. Vous arrivez à transmettre l'émotion de l'imaginaire, on le voit sur vos photos, mais vous avez été plus loin. Ça vous a conduit vers l'écriture aussi, des légendes... Oui, les légendes improbables, voilà, les nouvelles légendes. Je crois qu'une ville, un lieu n'existe réellement que lorsqu'il est associé à un imaginaire. Dans les friches, on voit quelque chose qui a été fait par le passé, par d'autres personnes. Et avec 2 amis, on s'est dit, tiens, on pourrait aller un petit peu plus loin. On va raconter des histoires sur des lieux qui existent, mais des histoires qui sont complètement imaginaires. J'ose pas dire fausses. Parce que ça va donner une dimension supplémentaire au quotidien, à la banalité de son décor quotidien. Mais donc, il y a une partie de réel. On a toujours mis une ou des histoires vraies dedans. Moi, j'ai hâte d'en découvrir une alors. Alors, ça, c'est pas difficile. Il y en a une qui se passe juste à côté d'ici, sur le canal. Et c'est magnifique parce qu'elle est vraie, celle-là. Ah bah écoutez, on va aller la découvrir ensemble alors. On a lonely highway, Blue Hotel. Life don't work out my way. Il faut savoir qu'entre les 2 guerres, il s'est passé une chose assez bizarre sur ce canal. Il y avait à Tourcoing, pas très loin d'ici, un vieux professeur qui était un zoologue assez connu, qui a pris sa retraite. Son hobby, c'était la collection de poissons exotiques. Et puis, ce professeur décède, et ses héritiers, ils ne savaient absolument pas quoi faire de sa collection de poissons. Ils se sont dit, on va les jeter au canal, ni vu ni connu. Puis peut-être que certains vont survivre, on ne sait jamais, hein, comme ça on n'est pas responsable. Mais, à quelques centaines de mètres de l'endroit où ils jetaient les poissons, il y avait une teinturerie industrielle qui rejetait de très grosses quantités d'eau chaude dans le canal. Ce qui fait que les poissons exotiques, au lieu de crever, ont prospéré. Mais évidemment. Mais dans les poissons exotiques, il y avait 3 couples de piranhas qu'ils avaient ramenés d'Amazonie. Et eux, évidemment, ont survécu encore mieux parce que non seulement il faisait assez chaud pour eux, mais toute leur nourriture était là. Ah oui. Alors, ils se sont multipliés. Et puis, il a commencé à avoir des disparitions inquiétantes, des mariniers qui tombaient à l'eau qu'on ne retrouvait pas. À l'époque, on pouvait encore nager dans les canaux et il y a des nageurs qui disparaissaient. Et on a fini par s'apercevoir que ces gens-là étaient juste mangés par les piranhas. On a retrouvé des squelettes comme ça. Alors évidemment, les autorités étaient un peu embêtées parce qu'on a l'air un peu bête, hein.
Des piranhas à Roubaix, Des quoi. piranhas à Roubaix. Et l'affaire n'a pas eu beaucoup de retentissement parce que c'était un petit peu tassé. L'histoire est arrivée jusqu'à nous parce qu'on a retrouvé des photos d'époque où on voit le canal et puis le panneau « baignade interdite ». Bon, on va se reculer du canal déjà pour commencer, parce que ça met un petit coup de pression quand même. Hein. Ouais. Bah, je n'aimerais pas y tomber. Par contre, vous êtes sûr que c'est une histoire vraie? Ah oui, bah, est-ce que c'est mon genre de mentir pour la télévision? De fous. Hein? Des piranhas à Roubaix. Pauvres poissons des mers du Sud, égarés dans de froids courants. J'espère que vous avez aimé comme moi ce voyage entre passé et avenir, que l'on entretienne la mémoire ou que l'on soit tourné vers le futur, ce qui est important pour les Roubaisiens et les Roubaisiennes, les Tourquenois, les Tourquenoises et les New-Yorkais tant qu'on y est aussi. Ce qui est important, c'est que les friches restent un formidable espace de liberté. Vous pouvez revoir l'émission sur notre site france3.fr et suivre nos aventures sur Facebook, les gens des hauts et d'ailleurs. Ah, non mais attendez, oh, hey, à bientôt.